Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être nombreux ce matin pour cet atelier consacré au contenu pour le B2B, donc un sujet particulièrement vaste à traiter en 20 minutes, c'est un vrai challenge. J'ai le plaisir d'accueillir Marie Duval qui est responsable marque et digital de Métro France. On va essayer d'entrer dans le concret. Néanmoins, je me suis fixé un petit challenge qui est de vous présenter InfoPro Digital Stories en 2 minutes chrono. C'est notre première participation à All for Content et donc je voulais juste vous expliquer de quel point de vue on parle. Alors notre point de vue, c'est celui du groupe InfoPro Digital, donc qui est un groupe professionnel qui regroupe non seulement 35 marques médias qui sont relativement connues, Le Moniteur, La Gazette, LSA, dans différentes verticales métiers, mais également des techs par la voie d'acquisition ou de développement. Notamment, on a Webikeo sur tout ce qui est webinaire, par exemple, ou EventMaker sur tout ce qui est organisation d'événements hybrides. Et puis des data, puisqu'on a aujourd'hui 4 millions de professionnels en base, fonction par fonction, avec une grande granularité. On organise des trophées, on organise des salons. Et eh bien, depuis fin 2019, on a également structuré une offre de contenu, et notamment une offre qui s'organise autour des expertises métiers qu'on a. Donc on en a énormément. La construction, l'industrie, l'automobile, le retail, vous voyez tout ça sur l'écran. Mais ça nous permet également de dessiner des sujets transverses comme l'environnement, la décarbonation ou la technologie, qui vont s'adresser à la fois à tout le monde et à la fois à chacun, puisqu'il y a des spécificités métiers. Donc, que c'est faire Stories? Stories, c'est faire du conseil en stratégie éditoriale. On va auditer, conseiller sur la construction à la fois d'une ligne éditoriale, d'un ton, éventuellement faire du média training. On crée des contenus, je crois que c'est pour ça qu'on est là. Donc du digital, du social, du print, des contenus à la fois pour nos médias dans des opérations spéciales, mais aussi des contenus propriétaires pour les sites des marques. Et puis c'est d'ailleurs le cas qui va nous intéresser aujourd'hui. Et puis évidemment, on écrit aussi pour le SEO, l'activation, puisqu'on a cette culture très forte de l'activation et de la diffusion. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de techniques qu'on maîtrise pour nos médias, mais aussi pour vous. Notamment, on est spécialiste HubSpot, donc on est aussi capable d'aller adresser tout ce qui est activation. Donc voilà, très rapidement, mais je vous invite à aller sur le stand qui est juste à la sortie, où vous allez pouvoir voir un peu des choses qu'on a faites, du web, du print, du live, du vidéo, de la vidéo, du social media, etc. Des références dans chacun de ces métiers. Et voilà, je pense que je suis arrivée à 2 minutes et même moins. Donc voilà, une agence de contenu liée à un média, mais pas que, qui maîtrise un certain nombre de technologies et certaines techniques d'activation. Néanmoins, notre spécialité, c'est vraiment le B2B. Donc aujourd'hui, le B2B, je voudrais savoir déjà dans cette salle si lesquels d'entre vous gèrent des contenus pour une marque et lesquels d'entre vous ont vu le budget augmenter cette année? Alors, il y a une étude du Content Marketing Institute menée au niveau international qui stipule que 2 entreprises sur 3 ont prévu d'augmenter leur budget contenu cette année. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre qui ont débuté en 2020, qui ont fait du test and learn, qui n'étaient pas forcément déjà aguerris. On a vraiment deux époques dans le contenu, ceux qui l'ont fait avant 2020 et ceux qui l'ont fait un peu par défaut au départ pendant 2020 et puis qui ensuite y ont trouvé un certain retour. Et donc 2 sur 3 finalement trouvent l'expérience concluante puisqu'ils sont prêts à remettre le couvert, si je puis dire. Toutefois, seulement 12% estiment que leur stratégie est opérationnelle aujourd'hui, justement à cause de cette logique de test and learn, et notamment dans le B2B, il y avait un certain nombre un mix autour des RP, des salons et de certains nombres d'actions, et puis on est obligé de revisiter un peu tout ça parce que les rapports deviennent hybrides, plus hybrides. L'e-commerce a fait son irruption parfois sur des sites où on ne proposait pas encore de portail pour les clients. Donc les choses ont beaucoup changé et c'est pour ça que je pense que cette année le salon est intéressant parce que eh bien voilà, on est tous en train de chercher des solutions. Voilà, j'ai assez parlé. On va maintenant parler de Métro. Donc Marie, tu es responsable marque et digital de Métro France. Est-ce que tu peux nous situer un peu Métro France aujourd'hui et à qui vous vous adressez?
Bien sûr. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors Métro, juste en quelques mots, parce que ça va bien sûr pas être le cœur du sujet. Métro, on est le premier fournisseur des restaurants indépendants. On s'adresse également à tous les commerçants indépendants. On s'adresse aussi à tout ce qu'on appelle les non-alimentaires, les clients non alimentaires, les médecins, les avocats qui ont besoin de fournitures, par exemple. Donc on a une cible vraiment très variée. On a fêté nos 50 ans l'année dernière et on a historiquement un maillage de magasins qu'on appelle des entrepôts. On a actuellement 99 dans toute la France. On a un 100e magasin type qui est un site e-commerce. On a également des services, un service de livraison. On livre directement les professionnels et on a toute une panoplie, toute une gamme de services en plus qui viennent aider et accompagner les professionnels dans leur quotidien. Voilà en quelques mots. Alors, vous produisez, donc vous avez une diversité de cibles. Comment est-ce que vous dealez avec ça ? Alors oui, le gros avantage de Métro, c'est qu'on s'adresse à des professionnels. N'importe qui, vous, moi, si je ne travaille pas chez Métro, on ne peut pas y accéder au magasin Métro, donc il faut une carte. Donc on sait exactement, on connaît tous nos clients, on sait exactement ce qu'ils achètent au quotidien. Donc ça, c'est le gros avantage. Ensuite, on a beaucoup de cibles clients, comme je vous ai dit. On est une petite équipe, donc clairement, on ne peut pas s'adresser à tout le monde. On a travaillé sur des personas, comme beaucoup d'entreprises. On en a identifié, je crois, un peu moins de 10. Et nous, au digital, on a décidé de nous focuser sur 3 principaux, qui sont les restaurants, qui sont les cafés-bars et les boulangers-pâtissiers. Donc ça, c'est vraiment, toutes les semaines, on publie des contenus pour ces cibles-là. Après, ponctuellement, bien sûr, on peut créer du contenu pour d'autres cibles, mais ce n'est vraiment pas la priorité du moment. Voilà, je crois que... Donc en fait, vous êtes conscient que vous avez une pluralité de cibles et vous essayez de les adresser, de les cibler, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on reçoit un contenu qui n'est pas pertinent pour soi, ça devient vraiment très contre-productif. Donc c'est vrai que c'est une des complexités du B2B, c'est parfois on a différents responsables des achats dans une même entreprise, tous ne sont pas dirigeants, tous ne sont pas spécialistes, et il va falloir arriver à leur parler à tous. En termes de contenu, depuis quand vous en faites? Pourquoi? C'est quoi ta philosophie générale? Alors, en termes de contenu, Métro fait du contenu depuis de nombreuses années, mais c'était du contenu principalement print, c'est-à-dire des magazines, des catalogues qu'on met à dispo dans les entrepôts ou qu'on route aux clients. Nous, sur le digital, ce qu'on faisait historiquement, c'est qu'on partait de ces catalogues, on extrayait les visuels, ça peut être des recettes, des gestes de chefs qui cuisinent, ça peut être des photos de producteurs locaux, par exemple. On prenait ces visuels-là et on les mettait sur nos canaux digitaux, réseaux sociaux, sites internet. Et puis, bien sûr, en fait, les réseaux sociaux se développent depuis quelques années déjà. Et on s'est posé la question, on s'est dit, en fait, ils ont un code de communication différent. On ne peut pas juste reprendre le print et paf, le mettre sur nos canaux digitaux. Donc, en 2019, on a réfléchi à une stratégie de communication, une stratégie aussi de création de contenu surtout. Et on a multiplié un peu nos types de contenus. On a des contenus brand. Donc l'objectif de ces contenus, c'est de faire de la notoriété, de l'image, de pousser la marque Métro, de montrer ses bénéfices. On a des contenus également qui sont conseils, inspirationnels. Le but, c'est d'accompagner au quotidien nos clients, de leur montrer quels sont les services Métro, mais également de leur donner des conseils, on le verra certainement juste après, pour vraiment les informer et les inspirer. Et puis le troisième type de contenu, c'est... un contenu de conversion, le but, c'est de les faire acheter. Et ça, c'est tout au long du parcours, on pousse des contenus différents pour ces 3 objectifs. Alors, le contenu, il est sur votre site, hein, donc c'est le blog pro, la pause pro, qui s'adresse principalement aux restaurateurs et aux autres cibles dont tu as parlé. Donc là, quelques exemples de choses qu'on a fait ensemble puisqu'on travaille ensemble depuis 3 ans. Et puis vous avez également lancé Mon restaurant passe au durable. Ça correspond à quelle réflexion et quelle stratégie? Alors oui, on a donc un site principal qui est métro.fr sur lesquels on a des pages. On a des pages qui présentent notre offre et on a également la pause productive dont tu parlais, où on a montré des images. Et puis à côté de ça, on a 2 mini-sites. On a un site qui parle de producteurs locaux.
un mini-site local et un mini-site durable. Alors la réflexion, c'est de se dire, comme beaucoup d'entreprises, on avait envie de mettre en avant le durable. Notre objectif, nous, c'est d'inspirer les restaurateurs pour les inciter à passer au durable, à proposer des cartes, par exemple, un peu plus végétales, à réduire leurs déchets, leur gaspillage, etc., au niveau des énergies également. Et on ne voulait pas le mettre sur notre site métro pour 2 raisons. 1, parce que notre site métro n'était pas aussi moderne que celui-là. 2, parce qu'on estimait que des personnes qui n'étaient pas clients métro pouvaient avoir un frein par rapport au fait que métro soit légitime sur le sujet. Donc c'est un site, comme vous le voyez, il n'y a pas de logo métro. Bien sûr, quand vous allez dans le menu, il y a la démarche et on parle de métro. Mais c'est vraiment de mettre en avant des conseils, des partages, des interviews de clients qui sont passés au durable. Et ça, effectivement, Stories nous accompagne également sur tous ces articles. Comment est-ce que tu articules cette partie web avec la partie réseaux sociaux? Quelle est un peu la logique? Bien évidemment, ça se parle, tout se parle. Donc, quand on publie une page sur notre site, sur un de nos sites, on le relaye sur les réseaux sociaux. On le relaye de plusieurs façons. Ça peut être sur Facebook, par exemple, c'est des posts liens. Il suffit de cliquer et ça renvoie le trafic vers nos sites. Donc, les réseaux sociaux nous aident à créer du trafic sur nos différents autres canaux. Ça peut être également des photos de producteurs locaux, par exemple, qu'on poste en carrousel, qu'on poste sur notre mur Instagram. Et bien évidemment, on ne peut pas, sur Instagram, renvoyer du trafic parce qu'il n'y a pas d'URL possible, sauf en bio, et ça ne fonctionne pas super. Donc, c'est pour leur donner envie, voilà, de découvrir dans la légende le producteur. Voilà un peu comment on fait des chemins, des parcours entre les deux. Alors, on va peut-être prendre 1 ou 2 questions, si à ce stade, vous avez des questions. Alors oui, ça, on voulait le garder pour la fin, mais j'y réponds là. Ouais. J'y réponds, allez. Alors, c'est important, c'est vrai, de suivre les stats de nos contenus, parce que souvent, en tant que marketeur, communicant, on peut se faire vraiment plaisir en disant, ben voilà, on crée du beau contenu, mais derrière, eh ben, ça parle qu'à nous. Donc, il faut suivre les statistiques de ces canaux différents, Facebook, Instagram pour nous, et puis notre site internet. Et puis, il faut suivre évidemment au contenu, les stats des contenus. Alors, pour vous donner juste quelques chiffres, les 4 premiers mois de la mise en place de cette stratégie de communication, de création de contenu, on est passé de plus 1%. Notre site, en fait, il était assez stable, 1% de sessions, à plus 4%. Et ensuite, on a eu un gros boom sur nos pages éditoriales. Les 6 mois d'après, on a fait plus 60% de trafic. Mais parce qu'on partait de loin aussi. Hein. On n'avait pas du tout de création de contenu. Voilà. Donc plus 60%. Et aujourd'hui, on est plutôt sur un trend à plus 10% à peu près. Voilà, sur toutes les pages éditoriales du site. Et puis nos canaux digitaux, Facebook, Instagram, gagnent des abonnés régulièrement. On est à peu près sur Instagram à plus 700 abonnés par mois. Donc voilà, on peut faire mieux, mais on est très content de ça déjà. Alors effectivement, construire une communauté B2B, c'est compliqué, d'autant plus que le temps de disponibilité, on est vraiment dans des micro-moments, surtout que les restaurateurs, c'est une cible qui est mobile, qui a des coups de feu, qui travaille beaucoup, donc aller prendre sur leur temps de loisir, c'est pas forcément une très bonne idée non plus. Donc c'est difficile d'aller les chercher. Donc il y a un facteur durée dans ce que tu expliques, qui est vraiment que ça s'installe dans la durée. Alors pour s'installer dans la durée, il y a également le SEO. Donc en tant qu'acteur B2B, vous avez vraiment réfléchi à ça de manière intelligente, je ne crains pas de le dire. Comment est-ce qu'on peut avoir une stratégie SEO B2B maligne, parce que c'est compliqué, surtout sur des thèmes comme le durable? Alors oui, pour nous, c'était super important ce SEO, parce que notre site, comme tu dis, en fait, déjà, les restaurateurs et les commerçants, en règle générale, ils n'ont pas du tout de temps. Ils travaillent les week-ends et tout ça, et c'est leur passion. Donc, ils n'ont plus de cerveau disponible. Donc,
ils vont sur le site pour acheter. Donc clairement, sur le site, vous arrivez sur metro.fr, il y a produits, ils y vont directement. Et il faut leur mettre du contenu parce qu'ils ne viennent pas pour ça. Donc déjà, il faut que sur la homepage, il y ait du contenu. Ensuite, le SEO, bien évidemment, du coup, c'est aussi pour que ça soit mieux référencé sur Google, notre cher ami Google. Si vous ne faites pas de SEO, si vous n'avez pas des pages de contenu travaillées pour à la fois intéresser, bien évidemment, le lecteur, mais également les robots, eh bien, vous n'êtes pas dans les fameuses 3 premières positions qu'il faut atteindre pour créer du trafic de Google vers votre site. Donc, la différence, je pense, entre le SEO B2C et le B2B, pour moi, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est de travailler comme... alors, est-ce que vous savez tous les règles du SEO? Est-ce que vous les connaissez ou est-ce que vous voulez que je vous en rappelle quelques-unes ou pas? Je ne sais pas trop. Vous les connaissez? Non? D'accord. Alors, le SEO, en fait, il y a 2 grandes parties dans le SEO. Il y a tout ce qui est site internet, construction du site, pour qu'il soit mobile first, pour que les pages soient rapides à charger, donc faire d'abord apparaître le texte et après les visuels. Donc tout ça, c'est la partie code que je ne maîtrise pas totalement, même quasiment pas. Donc ça, je vais le laisser de côté. Ensuite, il y a la construction des pages, de vos pages internet. Donc il y a la titraille. Donc il faut respecter une certaine organisation des titres, ce qu'on appelle les H. Donc un titre H1, ensuite plusieurs H2, plusieurs H3, etc. Et il faut travailler des mots-clés. Vous avez un sujet, il faut identifier les mots-clés principaux qui correspondent aux requêtes que, selon vous, l'internaute va taper pour arriver sur votre page, en fait. Donc ça, il faut les identifier. Il y a des outils qui permettent de faire ça. Et puis ensuite, après, on écrit la page en fonction de ça. Voilà, pour faire rapide, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc la différence entre le B2B et le B2C, ça va être qu'on n'a pas des volumes de recherche impressionnants, nous. Les professionnels, ils ne recherchent pas autant que, par exemple, Nike, quand on veut taper sur une chaussure, quand on veut chercher une chaussure de tennis. Donc il va falloir être futé pour identifier pas mal de mots-clés qui ont peu de volume de recherche, mais qui vont permettre de capter le trafic. Et puis le dernier point aussi, c'est qu'il faut faire attention à ces fameux mots-clés. Par exemple, si vous cherchez matériel de cuisine, si on prend ce mot-clé, nous, sur nos pages, on va avoir toutes les, comment on appelle ça, les femmes ou les hommes d'ailleurs, qui veulent cuisiner chez eux et obtenir du matériel, qui vont arriver sur notre page et ça va créer un taux de rebond important, ce qui n'est pas bon pour le SEO. Donc, il faut que nous, qu'on mette matériel restaurateur professionnel, par exemple. Voilà, donc c'est des petits tips. Alors justement, c'est un site quand même qui est orienté commerce. Le but, c'est quand même de transformer. C'est quoi votre vision là-dessus sur le passage du contenu au commerce et à sa transformation? Est-ce que tu avais une slide? Voilà, super. Bon. Donc ça, vous le connaissez tous, c'est pas propre à Métro, c'est très synthétique. Il y a un suspect, c'est quelqu'un qui ne connaît pas une marque, mais qui a un besoin, et comme tout le monde, il a un besoin et il va faire ses recherches sur Internet. Donc il va falloir qu'on lui pousse du contenu pour l'attirer sur nos canaux et lui dire Métro existe et peut répondre à tes besoins. Donc là, ça va être du contenu assez récurrent, type article de blog par exemple, type post réseaux sociaux également. Il va continuer ses recherches. L'objectif, c'est de le faire rentrer dans nos bases, qu'on connaisse à minimum son nom, son prénom, son adresse email, pour qu'il devienne prospect. Là, on va lui pousser d'autres contenus. Ça va être des contenus type des livres blancs. On fait tous les mois, nous, un livre blanc d'une 30aine de pages sur un sujet en particulier. Et le but, c'est qu'on récupère nom, prénom, adresse email. Je dis, c'est idéal. Là, on ne peut pas le faire techniquement, nous. Mais en tout cas, pour les entreprises qui peuvent le faire, c'est top de faire ça. Donc on le connaît et on va pouvoir commencer à créer une relation particulière avec lui. Il va continuer, lui, ses comparaisons. Il a plusieurs fournisseurs. Et puis le but, c'est qu'il achète. Donc là, on va lui pousser des contenus. Et c'est là où on arrive sur la conversion. Des contenus, par exemple, des fiches produits, des fiches services ou des avis clients. On a mis en place des avis clients. Tout est automatique via une plateforme. Le client sélectionne son produit, fait son test, se filme en même temps, donne son avis. Et ça, c'est génial parce que c'est super authentique. Et ce n'est pas Métro qui parle. Et puis, une fois qu'il est client, bien évidemment, on va le fidéliser avec du contenu qui vont être envoyés dans des newsletters, du contenu, également des articles de blog. Voilà. Donc, voilà comment le contenu peut servir la conversion. Donc, des points communs avec le B2C, avec peut-être quelques particularités qui sont qu'en B2B, on a par définition une communauté plus réduite, mais qui revient
régulièrement. Donc ça veut dire qu'il faut se renouveler en permanence pour continuer à créer de l'intérêt. C'est vrai que quand on a couvert les sujets les plus vastes, il faut les renouveler. C'est là qu'une agence média comme la nôtre amène aussi de la fraîcheur, qui est celle de s'ancrer dans une actualité, rebondir sur une actualité. Voilà, le guide Michelin vient de sortir, qui sont les étoilés. On va avoir envie de trouver un angle autour de cette actualité. Là, c'est ça aussi qui permet de renouveler. On a aussi des contraintes réglementaires, on a aussi des contraintes de temps, on en a parlé. Donc on a des contraintes qui sont encore resserrées presque, je dirais, par rapport au B2C. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors c'est une question compliquée pour moi de répondre parce que j'ai jamais travaillé dans le B2C. donc je dirais, je sais pas quoi répondre en fait. Toi, tu as, alors pour essayer de rebondir là-dessus, effectivement, travailler avec des agences, en tout cas, ça permet d'avoir ce sang frais que vous nous apportez sur des sujets très experts, où nous, on n'a pas l'expertise ni le temps de creuser ces sujets. Et pour le B2B, l'expertise est très importante parce que nos clients, en fait, en savent plus que nous sur leur métier. Et donc, c'est ce qui fait la grosse différence pour moi sur le B2C, c'est qu'il faut leur donner l'impression qu'on maîtrise totalement. Donc, les mots sont importants, le choix des mots, le choix des sujets, bien évidemment. On ne peut pas se permettre de faire du brodage, que j'appelle du brodage, avec des mots un peu superlatifs et tout ça. Non, il faut aller droit au but, être concret, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Ils lisent en diagonale, comme nous tous, mais eux encore plus. Donc, voilà, d'où l'importance de tout le wording. Merci beaucoup. J'avais encore d'autres questions à te poser, mais je préfère que ce soit au niveau de la salle que ça se passe. Juste pour terminer, puisqu'on a parlé beaucoup de restauration et de spécifiques, je voulais juste vous énoncer quelques règles d'or pour répondre aux questions qui étaient posées d'ailleurs lors du pitch de cet atelier. Pour nous, il y a 5 règles d'or pour le B2B qui sont, dans le choix des sujets, vraiment traiter les sujets qui empêchent les pros de dormir. On sait que justement, on va devoir capter des micro-moments, donc il faut aller straight to the point, comme tu as dit, et être vraiment sur des sujets business. Les sujets macroéconomiques, c'est plutôt pour la presse économique. Nous, on est plutôt entre gens de métier, donc il faut vraiment être sur des sujets qui empêchent les pros de dormir. La deuxième, c'est, tu l'as bien décrit, définir une ligne éditoriale cohérente. Et cette ligne éditoriale, elle doit bien sûr être guidée par l'action qu'on veut provoquer. Si on veut faire du branding, si on veut amener au commerce, si on veut amener à une action, à s'inscrire à un événement, la ligne éditoriale est structurée quand même en fonction du CTA qu'on veut mettre au bout. La troisième règle d'or, c'est d'envisager sa stratégie dans la durée. Là aussi, tu l'as dit, c'est pas améliorer son SEO, ça prend minimum 1 an, et créer un engouement autour d'une communauté, ça prend probablement encore plus de temps. Donc il faut être persévérant dans sa stratégie. Un autre aspect qu'on n'a pas abordé mais qui est important, c'est de valoriser à 200% les contenus produits. Aujourd'hui, quand on crée un webinaire, quand on crée une étude, un livre blanc, parfois on n'a pas forcément le réflexe d'aller le stripper en micro snack content, en extrait vidéo, etc. Or, par définition, nos pros ne lisent pas 100% de ce qu'on produit, donc le reproposer sous d'autres formes, c'est une façon de le rentabiliser, c'est une façon de le faire vivre et d'être cohérent. Et puis la dernière règle d'or, c'est pour nous, le message et l'activation méritent la même attention. Si vous avez fait un superbe article, mais que vous n'avez rien prévu pour son activation, il ne rencontrera pas son public. Donc, chez nous, à InfoPro Digital, c'est une culture très forte qu'on applique à nos propres médias et qu'on essaie de partager avec nos clients, qui est imaginer l'activation qui va avec. Donc, sur le own media, sur le paid media, sur les réseaux sociaux, sur nos médias, naturellement. Et donc, voilà, il faut toujours penser le message et l'activation. Est-ce que tu as des choses à rajouter éventuellement ou on passe aux questions ? Alors, je ne sais pas si ça fera... On va peut-être commencer par les questions et puis... Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? Alors, j'en pose une dernière. Comment vous êtes organisé au point de vue humain en termes d'équipe pour produire ces contenus ? Alors, on est une toute petite équipe pour une grosse entreprise comme Métro. On est 3 plus moi dans l'équipe digitale.
On est organisé en 2 grands pôles. Il y a le pôle réseaux sociaux. Donc, comme son nom l'indique, il crée du contenu pour Facebook, Instagram, principalement, Twitter, et puis notre petit dernier, TikTok, sur lesquels on s'est lancé en début d'année. Ensuite, il y a le pôle création de contenu. C'est des créations de contenu, c'est des pages sur notre site internet. Ce sont des vidéos également pour notre chaîne YouTube. On a tous les mois des vidéos, on a des web-séries qui tournent, et puis on a plein d'événements qui sont reliés en vidéo. Et pour ce pôle création de contenu, en fait, il est divisé en 2 lui-même. Il y a une personne, c'est une personne qui travaille avec nos agences, donc tout ce qui est externalisé, et puis une personne qui s'occupe de créer du contenu en interne, donc qui a la capacité, les compétences pour écrire. Ça, c'est super important. Après, ça dépend du budget, ça dépend de la taille de l'équipe, mais d'avoir un équilibre entre les deux. Entre l'externe, qui permet, comme on l'a vu tout à l'heure, comme tu l'as dit, d'avoir cette fraîcheur, d'avoir cette innovation, puisque les agences sont dans le cœur du métier tout le temps, qui permettent également d'avoir une réactivité pour des postes très réguliers, des créations de contenu très réguliers. Et puis l'interne, c'est très important également parce que c'est là où on peut retranscrire la culture et les valeurs de l'entreprise. Si on externalise tout, eh bien, le risque, c'est qu'on perde cette spécificité de l'entreprise. Donc voilà, un équilibre bien trouvé, je pense. Merci. Pas de questions de dernière minute ? Allez-y. Alors, déjà, on travaille avec beaucoup d'agences, à chaque fois sur une spécificité différente. L'agence qui crée des contenus, qui crée des vidéos. L'agence qui crée nos infographies avec le côté graphique. Et puis Infopro qui crée tous nos contenus journalistiques. Donc, comme vous avez vu, les articles de blog et puis nos sites, nos mini-sites. Comment ça se passe? On a des comités éditoriaux tous les mois. On détermine un certain nombre de sujets, on vient chacun avec nos sujets, on les valide, les sujets, les angles, et puis après il y a des échanges, ils nous envoient un plan, un synopsis, qu'on valide, qu'on challenge, et quand le synopsis a été validé, il l'envoie, donc là c'est là où je te passe la parole pour savoir ce qui se passe après. On travaille. On a un vivier de journalistes. Comme on couvre énormément de thématiques, on travaille vraiment avec un vivier parce qu'on peut pas être très spécialiste en tout. Parfois, le matin, on nous demande quelque chose sur un ERP industriel, puis après sur un enduit de façade, et puis après sur la relation client dans la santé. Donc, il faut pouvoir identifier de bons experts. Donc, on travaille avec des experts qui sont récurrents s'agissant de métro puisqu'on commence à bien se connaître, et puis on a des chargés de projet qui vont coordonner, qui sont ceux qui proposent les sujets, donc ceux qui sont vraiment au début de l'idée. Ils sont vraiment, ce sont pas des gens qui gèrent le planning, ce sont vraiment des gens qui sont les gardiens de la ligne éditoriale, et donc on fait travailler ces différentes personnes ressources, et puis je relis tout parce que je suis responsable éditorial, et c'est vraiment un échange très très régulier, un travail au quotidien sur un aspect effectivement particulier de vos contenus, qui est vraiment issu de notre culture journalistique. Toutes les semaines, on a un article. Donc, ils nous livrent des articles toutes les semaines. Donc, c'est vraiment un rythme soutenu qu'on voudrait accroître encore, parce qu'on en a besoin de, je pense, plus, au moins 2 ou 3 par semaine. Et juste un petit point, parce que Stories, en fait, ne fait pas que nos blogs. Là, on est en train de tester des formats vidéo, des interviews vidéo. Et à chaque fois, voilà, ils nous proposent des nouvelles choses. Nous, c'est plutôt en interne où, en fait, la gestion d'agence, ça prend également du temps pour les briefs, pour les validations. Donc, c'est là où nous, on n'est pas assez nombreux finalement pour pouvoir aller plus loin, faire plein d'autres choses. Mais voilà, donc ils sont multifonctions. Tout à fait. Le comité éditorial où on se pose et on parle des sujets, et on ouvre un peu le cadre, c'est important d'avoir ce rendez-vous régulier. D'autres questions peut-être? Ou on ferme la session? Adjugé. Notre message à nous, c'est à public expert, contenu expert. On bricole pas, parce que, comme tu l'as dit, les gens du métier en savent au moins autant que nous. Voilà, merci beaucoup. Vous pouvez prolonger cette conversation juste à côté en sortant à gauche, le stand M6. Merci beaucoup.
Rien à ajouter. Merci.